Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur ce plateau de Maki Hebdo pour notre édition de ce week-end. Maki Hebdo qui, comme chaque semaine, vous accompagne dans la compréhension de l'actualité africaine et également toute l'actualité étendue au reste du monde en rapport avec l'Afrique, mais également l'actualité mondiale tout court. Alors, cette semaine, nous avons retenu, bien sûr, vous le devinez, l'élection d'un frère musulman en tant que président de la République, donc en Égypte. Voilà, un frère musulman élu président en Égypte, c'était l'événement le week-end dernier. Mohamed Morsi a été déclaré vainqueur après plusieurs jours de tractation. On avait craint que sa victoire, ou du moins ses partisans avaient craint que sa victoire lui soit volée par les militaires, mais les militaires qui font preuve de pragmatisme ont fini par le déclarer vainqueur, au grand soulagement également de Washington, qui pouvait craindre que l'armée fasse un coup d'État aux conséquences imprévisibles dans la poudrière arabe. On verra tout à l'heure pourquoi un tel soulagement et pourquoi cela aurait été contre-productif pour l'évolution de la région. Et puis, il y a eu également, le week-end dernier, la clôture du sommet de Rio, Rio+20, le sommet de la Terre. 20 ans après le premier sommet de la Terre, 193 pays étaient réunis donc à Rio pour discuter de la croissance et cette croissance devait normalement trouver un mode de production pour allier croissance et préservation de l'environnement. Et on le verra, ce sommet a accouché d'un communiqué final assez faible et beaucoup de déceptions. On se demandait 20 années d'un agenda pour rien, en quelque sorte. Et puis la Syrie également qui continue d'être dans l'actualité puisque les massacres continuent, même si les images qui nous parviennent s'estompent de plus en plus, mais il y a quand même des choses qui se préparent, une réunion qui a lieu à Genève sur la Syrie, le président Assad qui est intervenu à la télévision évidemment pour accuser les Occidentaux de soutenir la rébellion et de vouloir à tout prix déstabiliser son pays. Alors sur toutes ces questions, j'ai réuni autour de moi aujourd'hui Paul Yanger. Paul Yanger, bonsoir. Bonsoir Pascal. Voilà, Paul Yanger qui est donc journaliste au site d'information électronique grio.com, un site fort documenté et que je vous recommande vivement de visiter le plus souvent possible. Et puis, à côté de Paul Yanger, il y a Paul Houlet. Bonsoir Paul. Bonsoir. Voilà, Paul Houlet qui est de Diaspora News, donc le premier magazine, premier mensuel d'information générale et politique afro-caribéen qui a trouvé sa place dans le paysage de la presse parisienne et notamment la presse française. Et puis, mon dernier invité, c'est Majed Nehmé, le directeur de Africasie. Bonsoir Majed. Bonsoir. Voilà, Majed Nehmé qui nous fait l'amitié, dès qu'il le peut, de venir nous voir lui aussi. Voilà, sa publication évolue et elle a un site internet aussi qui maintenant est en train d'accompagner l'édition papier et l'édition électronique arrive en force, elle monte et en nombre de visiteurs, cela est assez croissant. Et les contenus également croissent également en qualité et en densité. Alors, pour commencer nos débats, je rappelle donc que Mohamed Morsi, le leader des frères musulmans, qui au début avait commencé une campagne assez désastreuse, a su moduler son discours et petit à petit, grâce à ses réseaux, a fini par gagner l'élection présidentielle. Il avait en face de lui un candidat qui n'était pas des moindres, il s'agissait de Shafik, l'ancien Premier ministre de Moubarak, qui était en fait le candidat de l'armée, et tout le monde s'attendait à ce que ce candidat soit déclaré vainqueur par l'armée, puisque l'armée est au cœur du dispositif politique en Égypte. Mais avant de commencer nos discussions, Moïse Moukoro, de la rédaction de Télésud, nous brosse un portrait, nous revient pour nous plutôt sur l'élection de Mohamed Morsi. Grâce à Dieu, on est venu au bout de l'ancien régime et de ses partisans. Grâce à Dieu, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Et pourtant, cette victoire n'était pas acquise d'avance. Certains redoutaient une manipulation des résultats par les militaires. Mohamed Morsi, cet ingénieur de 60 ans peu charismatique, n'était pas le premier candidat des frères musulmans, d'où son surnom de roue de secours lors de la présidentielle. Mohamed Morsi adhère aux frères musulmans dans les années 70. Il occupe des rôles de plus en plus importants dans la confrérie et devient quelques années plus tard le porte-parole du mouvement.
En janvier 2011, il est emprisonné 3 jours après le début de la révolte qui provoquera la chute d'Hosni Moubarak. Cette victoire du candidat des frères musulmans n'est qu'une première étape dans les bras de fer qui les opposent à l'armée. Les partisans envisagent de poursuivre l'occupation de la place Tahrir pour maintenir la pression sur les militaires. La révolution continue jusqu'à votre réussite, jusqu'à ce que tous ces objectifs se réalisent. Ensemble, nous irons jusqu'au bout de ce chemin. Les frères musulmans souhaitent notamment le rétablissement du Parlement dissous par la junte militaire qui s'est octroyé par décret l'essentiel des pouvoirs exécutifs et législatifs. Jusqu'à présent, les pouvoirs du nouveau président ne sont pas clarifiés au lendemain de la proclamation des résultats. C'est donc toujours le flou politique et les tensions qui persistent. Voilà, messieurs, après plusieurs jours, longs jours de réflexion et de tractation, les militaires ont fini par accepter qu'un frère musulman vienne s'asseoir dans le fauteuil présidentiel. Les frères musulmans, donc l'ennemi de toujours. Alors, quelle est la portée de cette élection? Quelle première lecture vous faites, Majed, de cette élection? Pour moi, les électeurs égyptiens avaient à choisir entre la peste et le choléra. Ils ont eu les deux. Ah, expliquez-nous ça. Il y a eu les militaires qui sont omniprésents. C'est eux qui ont entériné la nomination, je dirais, parce que quand même, ils ont eu peur qu'il y ait une déstabilisation, parce qu'ils avaient occupé les rues dans plusieurs villes. Donc, il dit, bon, le moindre mal, c'est de les laisser donc, s'installer. Confisquer la victoire de Morsi, c'était une déclaration de guerre, en quelque sorte. Voilà, et puis les Américains n'étaient pas d'accord, etc. Bon, on leur a donné leur chance. Mais quand même, la révolution égyptienne, parce que la révolution, je mets toujours entre guillemets, quand même, ceux qui ont fait la révolution, ceux qui ont investi les rues dès le départ, on ne les trouve plus. Ils ont été floués, en quelque sorte. C'est la jeunesse, la bourgeoisie moderne, etc. Ils sont out. Il a été élu. Il y a eu le premier tour. C'était quoi? À peine, il a eu 24-25%. Bien sûr. Suivi par Shafik, 23%. Il y a eu seulement 50% des électeurs qui ont voté. Donc, c'est vraiment un président au rabais qui est l'otage de l'armée. Surtout qu'il n'y a plus de parlement. D'ailleurs, même l'ancien Parlement était élu sans qu'on sache quelles sont ses prérogatives. Et le président actuel de la République, on ne sait pas quelles sont ses prérogatives. Bien sûr, puisque l'armée, juste avant, donc c'est le seul vrai pouvoir actuel, c'est le Conseil suprême des forces armées, qui a le droit de veto sur la politique étrangère, sur le ministère de l'Intérieur, et sur les traités et sur la défense. Donc tous les ministères régaliens sont aux mains de l'armée. Oui, et tous les ministères qui sont censés gérer le pays, et ce sont des ministères à problème, c'est-à-dire le chômage, l'économie qui va mal, l'éducation, c'est entre les mains, c'est vraiment un cadeau empoisonné. Très bien. Voilà, allez, montrez-nous ce que vous pouvez faire. Vous êtes capable de faire. Alors Paul Houlé, je m'adresse à vous deux, à Paul Houlé et à Paul Yanger. Est-ce que vous pensez, comme notre ami Majed, qu'au niveau donc de la politique intérieure, l'élection de Morsi ne suscitera pas de grands bouleversements? Vous pensez qu'effectivement, il y a eu des tractations et que l'armée et les frères musulmans ont accepté des compromis? Non, mais c'est sûr. Déjà, on a vu que les résultats ne pouvaient pas être donnés tout de suite parce qu'effectivement, il y avait des tractations. Ce qu'il faut retenir quand même de tout ça, c'est que le printemps arabe, il a accouché finalement d'un hiver ou d'un été islamique, parce que dans tous les pays où il y a eu ça, qui ont fait une révolution, entre guillemets, bien entendu, c'est les islamistes qui ont fini par prendre le dessus. Ceci étant... Ils ne font plus aussi peur que ça. Au début, tout le monde craignait que l'arrivée des islamistes au pouvoir aille contre les critères de la démocratie tels qu'ils sont censés être. En Turquie, peut-être que le président turc a peut-être facilité les choses, c'est une possibilité, mais bon, pour dire que les islamistes modérés, entre guillemets, ne font plus... voilà. Toujours est-il que, c'est un début pour les Égyptiens, c'est une démocratie, ils ont voté, même si c'est à 50%.
celui qui a effectivement gagné le président Morsi, oui. même s'il est toujours dans l'attente de son pouvoir effectif, parce qu'il ne sait pas ses prérogatives. Bien entendu, c'est ce qui est dommage. Très bien. Alors Paul Yangé, vous pensez que Paul Houlé nous a donné l'exemple de la figure du Premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan, qui est aussi un islamisme, qui a su gérer le pays de façon moderne, avoir une posture de moderniste qui fait que finalement, il trouve sa place dans le concert des nations, il arrive à avoir de bonnes relations avec les États-Unis, avec le reste du monde, et vous pensez que cet exemple-là peut faire espérer que une évolution moderniste s'inscrive en Égypte malgré la présence d'un frère musulman au pouvoir? Oui, je pense que déjà Mohamed Morsi, bon, quand on regarde un peu son profil, on voit que c'est quelqu'un qui a quand même étudié aux États-Unis, qui a même enseigné dans l'université américaine en Californie, dont les enfants apparemment sont nés aux États-Unis, qui ont eu la nationalité américaine. Donc, il a déjà une certaine proximité avec les États-Unis, bien qu'il soit un frère musulman. Par ailleurs, il s'est un peu employé à rassurer tout le monde, à rassurer les États-Unis, à rassurer Israël. Et puis, bon, il essaye un peu de faire des alliances avec la société civile, avec les chrétiens, avec les gens de gauche, bon, peut-être pour contrer les militaires, mais c'est quelqu'un en fait qui donne des signes, on va dire, d'ouverture entre guillemets, et qui ne prône pas en fait la mise en place des principes traditionnels des frères musulmans. Très bien. Alors, je reviens vers Majed. Alors, vous sembliez dire que les frères musulmans, finalement, ne représentaient pas une véritable force, sinon qu'elles doivent leur position à l'adoubement de l'armée. Mais est-ce que ce n'est pas un avantage pour eux, le fait d'être au pouvoir, de pouvoir continuer à développer leur force militante et également se présenter aux législatives qui vont se tenir prochainement, puisque le Parlement a été déposé? Non, c'est-à-dire le pari des Occidentaux qui soutiennent l'Égypte à bout de bras, et ça, il faut le reconnaître. Il y a 2 à 3 milliards chaque année de dollars, ne serait-ce que par les États-Unis. Leur pari, c'est qu'on va les mettre à l'épreuve du pouvoir, on va voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Et ils ont, à tort, donné l'exemple de la Turquie. Pourquoi? Parce que la Turquie, ce n'est pas un modèle islamiste. Il ne se passe pas une occasion, un discours, sans que Erdogan confesse son appartenance à la laïcité. Parce qu'il y a une constitution laïque très stricte. C'est un conservateur, peut-être il est comme démocrate chrétien ou libéral chrétien, comme vous voulez. Mais d'abord, la Turquie est membre de l'OTAN. C'est le pilier, un des piliers de l'aile sud de l'OTAN. La religion n'a pas droit au chapitre dans les écoles ni dans les universités. Donc ce n'est pas la même chose que l'Égypte. Avec l'Égypte, déjà l'ancien régime, il n'était pas si laïque que ça. C'est aucun pays, y compris Ben Ali, y compris tout ce que vous voulez, aucun régime, c'est-à-dire il y avait un deal entre le pouvoir militaire et les frères musulmans, dit à vous on donne la société, allez-y, faites ce que vous voulez et laissez-nous le pouvoir. Finalement, les frères musulmans ont eu et le pouvoir et la société. Donc la société est très islamisée. Mais ça va poser de graves problèmes, parce qu'il y a quand même 10 à 15% de Coptes en Égypte. Il y a beaucoup de laïcs, il y en a qui ne veulent pas être... D'ailleurs, au plan interne, il a donné des signes de bonne volonté pour assurer... Oui, mais comme on dit, depuis quand on croit les gens d'après ce qu'ils disent? On va le juger sur... Oui, il a dit qu'il est le président de tous les Égyptiens. Oui. En faisant allusion justement aux Coptes, il y a quand même 10% de chrétiens. Il était le président de tous les... Mais il n'était pas le président de ceux qui s'opposaient à lui. Bien sûr. Donc on verra comment ça va évoluer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils sont les alliés privilégiés des États-Unis. Parce que l'ennemi numéro 1 de l'Occident et des États-Unis, c'est le pouvoir souverainiste. Ceux qui tiennent beaucoup à leur souveraineté. Les frères musulmans, ce n'est pas leur tasse de thé, c'est-à-dire pour eux, l'islam, on l'a vu, même Israël, Hamas, c'est le premier soutien du Hamas au départ, c'était qui? C'était Sharon. Bien sûr. Parce qu'il dit du moment qu'il s'oppose à Arafat,
qui est un nationaliste exigeant. Bon, allez, quels sont les ennemis de l'Occident dans toute cette région? C'est-à-dire, Saddam a été tué et liquidé, Arafat a été liquidé, Kadhafi a été liquidé, et maintenant on essaie de liquider Bachar al-Assad, etc. Vous voyez, donc il ne faut pas se leurrer, se tromper d'analyse sur la portée de cette victoire. C'est tout bénef pour les États-Unis. Pour les États-Unis. Et pour Israël et aussi. Pour Israël aussi. Parce que Israël, c'est un modèle aussi théocratique comme les frères musulmans. Alors justement, puisque vous parlez d'Israël, je voulais vous demander, au niveau de la politique extérieure régionale, donc on va assister à une évolution dans le bon sens, puisqu'il a même déclaré que il n'allait pas dénoncer le traité de paix entre Israël et l'Égypte en pensant justement au traité de Camp David, alors qu'on aurait pu craindre une dénonciation de sa part. Il a dit clairement, et ça c'est peut-être pour soulager, rassurer les États-Unis. Oui, pour rassurer les États-Unis, pour rassurer Israël. Et en même temps, bon, il faut voir que sa marge de manœuvre était quand même assez limitée parce que bon, il ne pouvait pas arriver en révolutionnaire et puis dire qu'il allait tout casser parce qu'il allait provoquer la panique dans les capitales occidentales et en Israël. Donc, il n'avait pas trop... il a besoin de l'Occident. Oui, il a besoin de l'Occident, comme on l'a rappelé tout à l'heure. Donc, c'est un pragmatique. Oui, exactement, c'est un pragmatique. Il n'est pas tant que ça dans l'idéologie. L'éliminer, l'exalter, qu'on a essayé de nous décrire dans la presse occidentale. C'est un pragmatique qui choisit de ne pas s'enfermer dans l'idéologie. Et puis, bon, je pense qu'il va essayer de voir les cartes que lui donne la situation politique et de s'adapter. Alors, et c'était aussi... surtout, il faut voir l'élection d'une nouvelle chambre, quand même, qui a été dissoute. S'il y a une majorité qui n'est pas islamiste, moi je pense que c'est le scénario, on s'achemine vers ce scénario. Donc, pourquoi on a dissous l'ancienne chambre? C'est parce qu'il y avait une loi d'exclusion de tous les anciens qui ont servi sous Moubarak. Donc, il n'en restait pas grand-chose. La Tunisie, c'était la même chose. Si le Ennahda a gagné, parce qu'on a exclu de facto tous les anciens du RCD, du parti de... Donc, maintenant, s'il y a une nouvelle loi électorale, s'il y a de nouvelles élections où il y a une majorité c'est-à-dire déjà, si on regarde bien le résultat des élections présidentielles, on voit quand même qu'il n'a pas la majorité. Bien sûr. Voilà. Donc, très bien. Alors, avant de continuer, je voudrais qu'on puisse écouter l'avis d'un professeur égyptien en ce qui concerne justement l'explication du succès ou du vote qui a porté donc Morsi au pouvoir. Il s'agit donc du professeur Mostafa El Sayed, qui est professeur des sciences politiques à l'université du Caire. Quand les militaires, par le biais du Conseil suprême des forces armées, ont publié la mise à jour de la déclaration constitutionnelle et approuvé la dissolution du Parlement, cela a eu un effet inverse à l'effet escompté, car ça a poussé beaucoup de gens à voter pour Mohamed Morsi. Il y avait un imaginaire autour du docteur Mohamed Morsi qui le représentait comme l'un des pouvoirs politiques ayant participé à la révolution du 25 janvier. Donc, pour garantir la poursuite de la révolution, il était nécessaire de soutenir ce pouvoir politique. L'islamisme ne fera que limiter la liberté intellectuelle et la liberté d'expression, parce que les frères musulmans ont toujours un problème avec l'innovation artistique, l'innovation littéraire et la création cinématographique. Et cela conduira également à la limitation de la liberté de parole. Donc, des craquements ne sont pas à exclure. Votre réaction sur ce qu'a dit le professeur El Sayed? Je suis tout à fait d'accord, surtout sa dernière partie, parce que quand même, il reconnaît qu'on s'achemine vers la dictature. Hélas, on l'a vu en Tunisie avec l'exposition qui a été saccagée par les salafistes. Au lieu que le ministre de la Culture dénonce cet acte, il a attaqué les artistes. Il a dit que vous n'êtes pas professionnels, vous avez choqué. Donc, voilà où est-ce que ça peut conduire. Bien sûr. Donc, c'est pour ça, moi, je suis vraiment très sceptique. Et puis, je vous ai dit, depuis le début, ce n'est pas les frères musulmans qui ont participé, qui ont provoqué la révolution, qui n'ont pas participé, c'est la jeunesse, c'est la bourgeoisie nationale. Et justement, il a même fait un clin d'œil à cette jeunesse dans son discours du dimanche, en disant « la révolution continue, il faut poursuivre jusqu'au bout, etc. » Bon, sous-entendu, là, j'ai fait des compromis avec l'armée, parce que l'armée aussi tient
au cadre du traité israélien, parce que c'est aussi la condition pour continuer de recevoir son $1,5 milliard de dollars annuels que les États-Unis lui donnent. Alors, donc, est-ce qu'à partir de ça, on peut dire qu'il n'y aura ni rupture, ni tension avec les États-Unis en matière de politique étrangère et régionale, politique extérieure et régionale? En matière de politique extérieure, c'est sûr qu'avec les États-Unis, s'ils restent modérés, bon, et on n'a toujours pas l'étendue de ses pouvoirs, mais s'il reste modéré comme il est, il ne devait pas avoir de problème. Et surtout qu'il ne veut pas avoir de problème avec ses voisins israéliens. Il reconnaît tous les traités, il est apparemment modéré. Par contre, sur le plan intérieur, il n'est pas certain que les jeunes qui ont commencé la révolution, qui leur profitent aujourd'hui d'ailleurs, se joignent à eux forcément parce qu'ils n'ont pas fait une révolution pour avoir affaire aux islamistes. De nouveaux caciques au pouvoir. Alors juste un dernier mot sur l'Égypte. L'autre aspect, c'est le véritable problème égyptien aujourd'hui. À mon avis, je pense qu'il est plutôt économique parce que ça fait 1 an, 15 mois quand même que le pays est paralysé par cette révolution. Donc comme le disait Majed, le chômage, l'économie, la santé, le social qui va mal. On a laissé cela à Mohamed Morsi. Il est vraiment au pied d'une montagne, Paul Yanger. Ouais, il aura du mal, hein, parce qu'on sait que dans tous les pays qui vont mal... la demande sociale est très forte et impatiente. Exactement, très forte et impatiente. Bon, je veux dire, au bout de quelques mois, au bout d'1 an, bon, si les gens attendent et qu'ils ne voient pas d'amélioration venir sur ce plan-là, bon, là, je pense qu'il va commencer à faire face à peut-être une grogne populaire, et puis la situation va être difficile pour lui. Et donc, il sera rendu en quelque sorte responsable il sera le symbole de l'incapacité des frères musulmans à résoudre les problèmes une fois qu'ils sont à créer le bien-être. Il y a quand même 80 millions d'habitants, et dont 50% vivent en dessous du seuil de pauvreté selon les critères de la Banque mondiale. Alors, on va donc rester quand même dans la région. On a parlé de l'Égypte et puis on va parler de la Syrie. Maintenant, la Syrie, évidemment, qui également connaît une révolution qui n'en finit plus. Et on a vu quelques images plus choquantes les unes que les autres. Et l'actualité syrienne a été marquée ces derniers jours par le discours du président El-Assad à la télévision nationale, dénonçant la tentative des Occidentaux de vouloir à tout prix le déstabiliser. Alors, Majed Nehmé, quelle lecture vous faites actuellement de la situation en Syrie? Où en est-on, puisque la Syrie a été quelque peu éclipsée par la présidentielle égyptienne? Oui, pas tout à fait, parce que la Syrie, c'est un gros morceau géopolitique dans la politique, que ce soit américaine ou russe et chinoise. Parce que ce qui est en jeu en Syrie, malheureusement, il faut le dire et le déplorer, ce n'est pas la démocratie, ce n'est pas le bien-être du peuple syrien. C'est surtout parce que la Syrie, c'est l'allié privilégié de l'Iran. Et comme l'Iran, c'est l'ennemi à abattre pour les Israéliens, donc, et de Hezbollah aussi, donc en dégommant le régime syrien, bien sûr, quels que soient ses défauts ou son côté répugnant, tout ce que vous voulez, c'est-à-dire on vise l'Iran. Et les Russes aussi, qui n'ont jamais accepté ce que les Occidentaux... Il faut laisser l'Iran de côté pour résoudre le problème. Est-ce que c'est possible? Non, à mon avis, il y a beaucoup de désinformation. C'est la guerre. D'abord, ce n'est pas une révolution. Parce que moi, je ne peux pas concevoir une révolution où on se massacre parce que vous êtes alaouite, vous êtes chiite, vous êtes chrétien ou sunnite. Selon dans quel camp vous vous trouvez, vous êtes massacré. Il y a énormément d'armes et de djihadistes qui affluent du Maghreb, du Liban, de la Jordanie et de la Turquie et de l'Irak. Donc maintenant, comme l'a dit hier dans son discours le président syrien, la Syrie est actuellement en état de guerre, de véritable guerre, mais pas seulement une guerre intérieure, bien sûr, et c'est une guerre régionale. Et là, à mon avis, les Occidentaux ont compris que la Syrie, ce n'est pas la Libye, ce n'est pas la Tunisie, ce n'est pas le Yémen, et ils ne peuvent plus faire marche arrière, parce que si, par malheur ou par bonheur, le régime syrien finira par l'emporter, c'est toutes les monarchies du Golfe qui vont être déstabilisées. Et l'influence occidentale
va être très réduite, y compris en Égypte, y compris en Irak. Voilà. Mais pourtant, on a semblé observer quelques signes d'affaiblissement du régime syrien ces dernières semaines. Est-ce que c'est un excès d'optimisme de la part de ceux qui souhaitent vivement que ce régime s'écroule ou alors c'est simplement de l'intox? Non, comme l'a dit Majed, le destin de la Syrie en fait, ne se décide pas en Syrie, il se décide largement à Washington, à Moscou ou à Pékin. Et je pense que tant que les pays comme la Russie soutiendront la Syrie, je pense que ce sera difficile de faire basculer véritablement la balance pour faire tomber le régime de Bachar el-Assad. Donc, annoncer une victoire occidentale paraît un peu... Paul, il y a aussi quelque chose d'important, j'ai oublié de le dire, c'est que ça fait 16 mois. L'armée est toujours intacte, les services de sécurité sont toujours intacts, l'État est toujours là. Et les défections qu'on a enregistrées? Les défections vraiment mineures, c'est vraiment mineur. Donc, ce n'est pas le même scénario. Il a au moins la moitié des Syriens qui sont avec lui. Donc, c'est le scénario peut-être de guerre civile qui est alimenté de l'extérieur et par les bêtises du régime aussi. Il ne faut pas l'absoudre non plus. Oui, Paul? Non, c'est vrai que la Syrie, ça n'a rien à voir. Le problème syrien n'a rien à voir avec le problème libyen, par exemple, vu sa position géostratégique et puis bon, les intérêts de part et d'autre. Mais pour revenir sur ce que M. Némé disait, ça va être difficile quand même que le pouvoir de Bachar el-Assad y tienne, parce qu'on connaît bien les Russes et les Chinois. Au début, ils sont réticents. Mais quand leurs intérêts sont préservés et qu'on leur propose autre chose, ils finissent toujours par voter. Bon, c'est vrai que ça dure depuis 16 mois, mais ça va être difficile quand même au stade où on est arrivé. Mais il n'y aura pas d'intervention militaire. Il n'y aura pas d'intervention militaire, selon vous? Non. L'intervention militaire y est déjà. Oui, bien sûr. Les armes, les djihadistes. Mais une coalition ne peut pas aller frapper la Syrie comme ça a été fait en Libye. C'est une armée très puissante. On l'a vu avec la Turquie. Avec la Turquie, le fameux F-4 qui a été abattu. Voilà, donc ils voulaient tester les défenses syriennes. Le test a marché. Il y a un avion qui a été abattu, un autre qui a été touché. Donc, et puis, c'est à côté de la base russe à Tartous. Donc, je ne pense pas que le régime, peut-être, il peut changer. Oui, il a changé. Ça, c'est un acquis même. Oui, déjà. mais ce n'est pas ça l'objectif. Mais pour garder la stabilité, il ne peut pas y avoir une révolution de palais. Je ne sais pas, je ne suis pas sûr qu'ils sont d'accord pour qu'ils partent. Parce que l'ennemi qu'ils connaissent, c'est mieux que l'ami qu'ils ne connaîtront pas. Non, je suis voilà. Non, je comprends. Alors, on parle d'une réunion qui va avoir lieu ce week-end. Bon, nous parlons de la Syrie au moment où cette réunion n'a pas encore eu lieu. Quels vont être les protagonistes de cette réunion? Parce que les Américains, je crois qu'ils sont plus sages que les Européens dans cette histoire-là. Ils ont compris l'enjeu. Avant, tout le monde disait il faut que Bachar parte, il a perdu son élite. Maintenant, on n'entend plus ça. Bien sûr, le discours a évolué. C'est-à-dire maintenant, il faut négocier. Et en même temps, on arme ceux qui refusent le dialogue. Vous voyez, il y a le seul point commun, c'est le plan de Kofi Annan. C'est en 6 points. Oui. La finalité et le dialogue. C'est-à-dire ce que disent les Russes. Mais on accuse Bachar el-Assad d'avoir taclé en quelque sorte ce plan et de l'avoir fait échouer. Est-ce que c'est votre avis, Paul? C'est vrai que ça rappelle un peu une stratégie qu'on accusait par exemple Laurent Gbagbo de pratiquer, en gros de dire oui à un mouvement et puis, enfin, de dire oui quand les négociateurs arrivaient et puis bon finalement, une fois que les négociateurs étaient partis, on a changé d'avis quoi. Et donc j'ai l'impression que c'est un peu ce qui s'est pratiqué. Alors, nos amis du CNT, quel rôle ils jouent dans tout cela? Alors finalement, est-ce que c'est des gens sérieux ou pas? Ce sont des supplétifs. Moi, en tant que Syrien, je vous dirais franchement, moi je suis opposant syrien, je vous dis, le salut ne vient pas de l'extérieur. Le salut vient de la Syrie, entre les Syriens. Il faut un véritable dialogue. Et ceux qui sont en France ou aux États-Unis ou en Europe, ce n'est pas le salut, parce que là, ils sont dominés par les frères musulmans. Ils sont prêts à toutes les concessions et ils sont financés par
régimes qui sont loin d'être un modèle de démocratie. Le Qatar, l'Arabie saoudite, et qui les arme. Donc, expliquez-moi comment le peuple syrien peut importer ce modèle-là. Voilà, au moins on connaît le régime dictatorial ou le despotisme de ce régime. Mais en même temps, il y a l'autre côté, c'est un régime qui tient tête à Israël, qui est le seul obstacle maintenant à la victoire totale d'Israël dans la région, qui a des alliés, contrairement à Kadhafi. Il a les Russes, il a les BRICS, il y a une bonne partie du peuple syrien qui sont toujours avec lui, pas par conviction, mais parce qu'ils ont peur de l'inconnu qui les attend. Alors, vous partagez l'avis de Majed sur le Conseil national de transition syrien? Le Conseil national de transition, c'est un peu comme la Libye, c'est les mêmes sigles. Et en plus, c'est plus représentatif. Bon, parce que les amis de la Syrie, on a l'impression de vivre un peu le même film, mais bon, là, c'est un peu plus complexe quand même, parce que la Syrie, c'est comme pour me répéter, c'est pas la Libye. Vu sa position déjà géographique, tous les pays qui l'entourent, et puis bon, c'est quand même la Syrie qui fait un peu bouclier dans cette région-là contre Israël finalement, parce que les autres, voilà, ils ne comptent pas trop. Donc ça va être beaucoup plus compliqué. Maintenant, je ne sais pas, les Russes ont demandé de faire participer les Syriens à la réunion qui se tient à Genève. Ça n'a pas je ne sais pas s'ils ont accepté. accepté. Je vais vous expliquer quelque chose, peut-être vous l'ignorez. En Syrie, ne serait-ce que pour... C'est l'histoire, parce qu'il y a beaucoup... C'était l'allié principal, l'Union soviétique. Il y a à peu près actuellement 100 000 couples syro-russes. Donc les Russes sont même humainement 100 000. Là. Oui, 100 000 sur 23 millions. Donc la mixité... Ils connaissent bien ce pays. Il y a des milliers d'experts. Par les alliances matrimoniales, une certaine culture de solidarité s'est instaurée. Voilà, et il y a bien sûr, ils ont mordu la poussière en Libye, ils ont l'impression qu'ils ont été roulés dans la farine. Tout à fait, c'est-à-dire on me le fait une fois, mais on ne me le fait pas deux fois. Voilà, c'est donc... Et puis, ce qui les intéresse, n'oublions pas quand même, il y a des républiques islamiques, en Russie même. Et en Chine, il y a ce que les Turcs appellent le Turkestan oriental. C'est là où il y a les musulmans chinois. Ils ne veulent pas une réédition du scénario tchétchène. Très bien. Voilà, ce n'est pas la Syrie. La Syrie, c'est rien du tout. Les relations économiques entre l'Europe et la Syrie, c'est de loin plus importante qu'avec la Russie. La Russie, c'est presque rien. Très bien. Alors, donc, en attendant justement cette... réunion des amis de la Syrie qui va avoir lieu aujourd'hui même, samedi. Oui, ce samedi, voilà, avant qu'on ait les premiers résultats. Cette réunion a lieu donc à Genève. Il y a également une autre réunion qui est prévue en début juillet également, concernant toujours les mêmes problèmes. Nous allons revenir sur ce qui s'est passé au Brésil, à Rio. Voilà, donc il y a 20 ans... on avait décidé comme ça qu'il fallait désormais changer de mode de production et arriver à créer un développement économique sans pour autant détruire toutes les ressources de la planète. Et le sommet de Rio avait donc pour but de trouver de manière plus concrète un texte qui, de façon plus concrète, définissait les modes de production. Et il se trouve que ça n'a pas été tout à fait le cas. Les Occidentaux ou les pays développés, justement, appellent à une économie verte, mais économie verte qui est rejetée en quelque sorte par les BRICS dont vous parliez tout à l'heure, les pays émergents avec derrière eux les pays en voie de développement qui, eux, voient dans cette économie verte une façon pour les pays développés de préserver leur marché. Donc, vous avez détruit la planète pour vous développer, laissez-nous détruire un peu à notre tour pour nous ici à votre niveau, et maintenant vous allez imposer des standards environnementaux que nous ne sommes pas capables de satisfaire à cause de la dépense technologique que cela suscite. Voilà globalement les discussions, je dirais le dialogue de sourds en quelque sorte qui a eu lieu à Rio. Alors, messieurs, avant que nous ne discutions, je voulais qu'on prenne l'avis de Thierry Téné, un expert consultant et expert en économie verte, en green business, qui est donc installé à Lille et que nous avons rencontré.
globalement, M. Bois, le sommet a été positif dans la mesure où il a permis de donner un élan à la notion d'économie verte. Parce que la rencontre justement que vous évoquez en 72, on a parlé d'Action 21 avec les agendas 21 qui ont découlé. Là, pour Rio plus 20, l'objectif c'était de dire on impulse l'économie verte. Je pense que c'est en train de rentrer dans les mœurs, que l'économie verte est très importante. L'autre point, et c'est peut-être là qu'il y aura une déception, c'est qu'il fallait qu'on réorganise un tout petit peu la gouvernance environnementale. Certains parlaient notamment de transformer l'Organisation mondiale, enfin de transformer le programme des Nations Unies pour l'environnement en Organisation mondiale pour l'environnement. Ça n'a pas été le cas. Mais sinon, la valeur ajoutée de cette rencontre était de sensibiliser les parties prenantes. Bon, bien évidemment, vous évoquez les chiffres. C'est vrai qu'aujourd'hui, on attend toujours beaucoup de chiffres, mais l'idée n'est pas de faire du chiffre pour du chiffre. L'objectif, c'est de voir pourquoi on s'était rencontrés, donc pour la notion d'économie verte, et surtout, et c'est l'intérêt avec l'Afrique, la notion d'économie verte dans l'objectif de réduire la pauvreté. S'il y a un accord très contraignant qui ferait basculer l'économie très très vite dans le domaine de la sobriété carbone, effectivement, les pays qui détiennent la technologie vont en bénéficier. Par contre, et pour l'Afrique, faisons attention de ne pas dire bah, tiens, c'est pour empêcher le développement. Tiens, à rappeler que c'est en Afrique, on émet à peine 3,8% des émissions mondiales, le continent africain, mais c'est en Afrique qu'on subit et qu'on subira le plus les conséquences du changement climatique et de la dégradation de l'environnement. Il y a une corrélation entre environnement et pauvreté. Concrètement, les populations les plus pauvres sont celles qui dépendent le plus de l'environnement et de la biodiversité pour vivre. Messieurs, on est allé à Rio 20 ans après. Voilà. Est-ce que c'est encore une fois une grand-messe pour rien? Ou bien vous pensez que ce genre de réunions font avancer les choses et est-ce que l'Afrique a vraiment tout à gagner dans ce type de forum? Paul Yanger. En tout cas, cette messe-là, apparemment, c'était quand même considéré comme une grande messe pour rien, parce qu'il y a eu beaucoup de promesses. On a promis de récolter 513 milliards auprès de différents pays, différents partenaires, mais ce ne sont que des promesses pour l'instant, donc on ne voit pas trop comment ce mécanisme va se mettre en place. On a aussi parlé de remplacer les objectifs du millénaire qui vont arriver à leur fin par les objectifs de développement durable. Bon, tout ça c'est bien, mais ça a un peu l'air d'être un changement sémantique et cosmétique. Et donc moi je serai assez sévère vis-à-vis des aboutissements de ce sommet de Rio, qui n'a pas apporté grand-chose. Monsieur Thierry Téné, que je connais bien, que je salue, dit que le sommet en fait visait à sensibiliser les gens vis-à-vis de l'économie. Il défend son business en fait. Il est plutôt optimiste. Moi, j'ai pas la sensation qu'il fallait mobiliser tout ce monde à Rio juste pour les sensibiliser, au green business, parce que c'est quand même un thème qui est récurrent dans les médias, dont on entend parler. Donc, je pense que les gens sont quand même assez conscients de ça. Donc, il ne fallait pas... Si le sommet de Rio ne servait qu'à sensibiliser les gens au green business, ce n'était pas la peine de le faire, quoi. Et donc, pour moi, on est quand même en face d'un constat d'échec. Majane Némé, c'est votre avis? Écoutez, c'est vrai que, comme il le dit, c'est pour rien, mais moi je dirais plus, c'est pas pour rien. On a presque détruit une forêt avec les avions qui ont participé, qui ont transporté les sangs. En termes de nuisance. En termes de nuisance, je serais plus sévère que lui, vraiment. Je pense que Daniel Cohn-Bendit vous invitera à prendre le thé avec lui. Si non, c'est pas une question de Cohn-Bendit quand même, parce que l'environnement, c'est une question de bonne gouvernance, d'arrêt du gaspillage. Et le gaspillage vient essentiellement en Occident, quand vous avez un foyer avec 3 voitures ou 4 voitures, comme c'est le cas aux États-Unis. Il n'y a pas de transport commun. Tout ça, c'est-à-dire il faut repenser ça. Moi, je ne suis pas pour ces grandes messes. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on a fait? On a formé des commissions pour étudier. Et les commissions, on sait ce que c'est, les commissions. C'est juste pour enterrer un projet. Parce que les grandes puissances, celles qui émettent, comme disait Clémenceau, ils vont faire payer les Africains, les Africains la facture et disent ne vous industrialisez pas, surtout pas, ne faites pas comme nous. Alors, eux, ils ne font rien. Même le solaire, par exemple, qui est une énergie alternative,
On l'a vu en Allemagne, en France, les subventions, on les a arrêtées parce que ça coûte cher. Donc c'est toujours la finance internationale qui dicte sa loi. Mais la Tunisie est en train de développer l'éolien sur sa façade maritime. Oui, mais ça c'est cosmétique, comme vous dites. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est comment produire, comment gérer l'économie. Et puis, il y a le solaire. C'est beaucoup plus sérieux qu'ils ont un ensoleillement, je crois, 3000 heures par jour. Donc, il y a des moyens, mais il faut mettre le paquet, il faut un financement. Donc, à Rio, c'est chacun pour soi, tout le monde est beau, tout le monde est content de ce qu'il a fait. Alors, avant qu'on écoute les conclusions de Thierry Téné sur ce sujet, je voudrais avoir l'avis de Paul Houlé, qui a l'air un peu goguenard devant toute cette agitation écologiste. C'est une grande messe des grands pollueurs. Pour dire à ceux qui polluent... Mais justement, le principe du pollueur-payeur... Bon, ça ne passera jamais. La preuve, non seulement nous, on ne pollue pas, l'Afrique, ils viennent de le dire, je crois à peine 4% de pollution. Et c'est ceux qui font les 96% qui viennent... par le relâchement dans l'atmosphère des moteurs à gazole, notamment à Cotonou, à Abidjan. Ces moteurs à gazole, ils viennent d'où? Non, mais c'est-à-dire, si on avait un système de transport cohérent et moderne, donc ça commence comme ça. Ils ont réussi à nous convaincre. La preuve, les Ghanéens viennent de signer un contrat avec les Russes pour se mettre à l'énergie nucléaire, alors que, je ne sais pas, en Afrique, il n'y a pas quelque chose qu'on a plus que le soleil. Bien sûr. Très bien. Alors, c'est dommage. Vous semblez très pessimiste. On va écouter la réaction de Thierry Téné, qui, lui, sur les perspectives d'avenir, semble plus optimiste. Quand vous dites, est-ce que l'économie et l'environnement marchent main dans la main? Je vais rappeler que pour avoir une activité économique, vous préservez des ressources, qu'elles soient naturelles ou pas. Donc, pour produire ne serait-ce qu'une bouteille d'eau, ou prenons l'exemple d'une bouteille d'eau, il faut extraire du pétrole, il faut transformer. Ensuite, ça devient déchet, il faut l'éliminer. L'enjeu de l'économie verte, c'est quoi? Si durant toute cette chaîne de production, vous réduisez la quantité de matières premières, vous réduisez vos coûts d'un point de vue économique. Si vous réduisez la quantité d'énergie, vous réduisez aussi les coûts. Si la bouteille en fin de vie, vous réussissez à l'éliminer ou à la transformer en une nouvelle matière première, voilà comment vous faites de l'économie verte. Donc, pendant tout ce processus, vous réduisez naturellement l'impact sur l'environnement. Donc, l'économie verte est au cœur du développement de l'Afrique. Nous n'avons pas d'autre choix que de passer par l'économie verte. Pourquoi? Nous sommes 1 milliard, nous serons 2 milliards en 2050. Il faut que des gens habitent on est 40% aujourd'hui d'Africains en zone urbaine. Ça pose des questions très, très importantes. Les constructions des maisons, il faut que les maisons soient isolées, parce que si les maisons sont isolées, on consomme moins d'énergie. Il faut qu'on utilise les matériaux locaux pour les constructions. Au sortir de cette rencontre, il faut que tout de suite, les États, les collectivités territoriales, le secteur privé africain qu'on a tendance à oublier, s'engagent dans une dynamique d'économie verte et de green business, parce que là se trouvent non seulement les clés pour l'émergence de l'Afrique, mais surtout des niches et des opportunités d'emploi très importantes pour embaucher des jeunes. Actuelle, les pays en développement sont ceux où on a le moins d'efficacité énergétique. Regardez par exemple nos pays, rien que les véhicules. On a pour la plupart dans nos pays, on a des très très vieux véhicules. Ce sont eux qui sont les plus dangereux pour la santé. Au Bénin par exemple, pour donner un chiffre, la pollution à cause des émissions, c'est 20 milliards de francs CFA. 1,3% du produit intérieur brut du pays. Donc, toute cette question-là, il est important que d'ailleurs, quand on évoque la croissance verte, l'Afrique, de toute façon, pour se développer, n'a pas d'autre choix que de passer par la croissance verte. Pourquoi? Il faut produire, par exemple, dans le domaine agricole, il faut une agriculture intensive, mais cette même agriculture doit réduire l'impact sur l'environnement. Et qui dit réduction de l'impact sur l'environnement, dit réduction, par exemple, de la quantité d'engrais
qu'on va utiliser pour avoir le même rendement. Donc là, il faut qu'on ait des techniques d'efficacité, de gestion, et puis pour pouvoir impulser le développement de notre pays. Dans le domaine des infrastructures, c'est pareil. Dans le domaine de l'énergie, vous dites très bien que non, il faut que les pays africains polluent, mais on ne pourra pas avoir peut-être les mêmes modèles, puisqu'avec l'étalement urbain actuellement en Afrique, on est obligé de penser à certains modes de production énergétique plus localisé, qui fait plus recours aux énergies renouvelables et qui permet d'avoir un développement un peu plus sobre en carbone. Donc l'Afrique est au cœur de ces enjeux d'économie verte et je finirai là-dessus, il y a un potentiel très très important de création de ce qu'on appelle les éco-entreprises et les éco-activités. Agriculture, transport, gestion des déchets, énergie renouvelable, assainissement, etc. Est-ce que toutes ces déclarations de bonne intention ne vous semblent pas être un peu des... Je dirais un chapelet de vœux pieux. Voilà, de vœux pieux. Oui, mais c'est un peu à côté de la plaque. Ou des gadgets, à côté des problèmes essentiels ou de l'urgence de la gouvernance en Afrique. L'urgence, c'est de bien nourrir la population, c'est de construire des infrastructures, c'est lutter contre la désertification. Donc le scepticisme des pays en développement et le scepticisme des BRICS est fondé selon vous. Et quand on voit, par exemple, qui gère l'assainissement de l'eau, ce sont des entreprises étrangères, occidentales. Arrêtons de se bercer d'illusions. Paul. C'est très beau ce qu'il dit à entendre, mais bon, c'est pas la réalité. Il faut qu'on revienne à la réalité. Les entreprises occidentales sont en train de développer la culture d'OGM chez nous, pendant que eux, ils encouragent la culture du bio chez eux. Bien sûr. Et après, on va venir nous faire des grands discours. Non, oui. Alors Paul Yongé parlait des chiffres. Il a été question de récolter 514 milliards. Ça n'a pas été fait, mais regardez les sommes faramineuses qui ont été injectées en Grèce et en Espagne en un rien de temps. Pourquoi de telles sommes ne sont pas dégagées pour financer le développement? Moi, je pense que c'est une question d'urgence et de priorité. Je pense qu'en gros, c'est l'Union européenne qui finance et qui a intérêt à ce que la Grèce s'en sorte. Donc, elle met tout en place et elle trouve les ressources pour aider la Grèce. Alors que, en ce qui concerne le green business, ce sont des objectifs un peu lointains. Oui. On peut faire des promesses avec des grosses sommes, mais bon, pour l'instant, il n'y a aucune obligation. Donc, si les promesses ne sont pas réalisées, personne ne sera pénalisé. Et par contre, j'aimerais revenir sur ce que disait M. Thierry Téné. Moi, je pense que là où son discours pêche un peu, c'est qu'il ne parle pas, par exemple, du financement, parce que tout ça a un coût. Par exemple, les vieilles voitures polluent, c'est vrai, mais ce sont les voitures qui coûtent le moins cher pour des populations africaines. Donc, s'il faut acheter des voitures neuves, c'est bien, mais avec quel argent? Qui va financer tous les travaux dont il parle? Et avec quel tarif douanier à la clé? Exactement. Bien sûr. Donc, très bien. Mais écoutez, messieurs, merci d'être venus. Il nous reste à peine 2 minutes. Donc, vous l'avez compris, le quart d'heure des brèves, on ne l'aura pas ce soir. Mais avant de nous séparer, je voulais revenir sur les deux sujets clés de cette émission, notamment les révolutions dans le monde arabe et justement tous les événements qui ont cours actuellement au Moyen et au Proche-Orient. On a parlé longuement de l'Égypte, on a parlé de la Syrie, et je vous renvoie donc à la lecture de Afrique-Asie. C'est le numéro du mois de juin qui va sortir des kiosques, qui va être retiré des kiosques donc dans une semaine. Alors ceux qui ne l'avaient pas encore lu, précipitez-vous, il est très documenté et vous aurez encore davantage d'informations sur le sujet. Voilà, ceci étant dit, messieurs, je voudrais vous remercier. Paul Yongé, je rappelle que vous êtes de griot.com et que votre site d'information fait partie de ceux qui sont maintenant pour nous des sites de référence, et je voudrais vous remercier d'être venu nous voir ce soir. Merci Pascal pour l'invitation. Paul Houlet, merci également à vous d'être avec nous. Votre mensuel a fini par s'installer dans le paysage et on apprécie la qualité de vos éditoriaux. Et vous passerez le bonjour à nos amis de Diaspora News, donc le mensuel afro-caribéen de référence sur la place de Paris, parmi les journaux gratuits de Paris. Majane Neve, bonsoir et merci également d'être venu nous éclairer sur la situation en Syrie et en Égypte. Vous parlez de ces pays avec beaucoup de passion, on sent la fibre, comme on dit en Afrique, de l'enfant du pays, du fils du pays. Non, mais ça, parce que c'est un sujet qui touche l'Afrique aussi, bien sûr. Quand même, n'oublions pas qu'on est dans le même bateau. Tout
à fait, on est dans le même bateau. Voilà, mesdames et messieurs, Maki Hebdo pour ce soir, c'est terminé. Je voudrais remercier toute la rédaction de Télésud qui nous accompagne sur cette émission, mais également toute la régie technique amenée ce soir par Vincent Douine, accompagné d'Alexandre, de Valerio Truffa et également de Sabir Gaïd, qui est rentré de vacances très motivé et qui a repris du service. Merci, bonsoir et rendez-vous à la semaine prochaine, si tel est votre souhait, bien sûr.